Et voilà déjà la suite de ce chapitre sur la charge mentale. Je sais que l'examen blanc se rapproche, alors on va essayer de mettre ça en ligne pour vous aider. Donc dans cette vidéo, on va voir l'approche par le travail appliquée à la charge mentale, hein. Donc je pense qu'il faut qu'on commence par préciser un petit peu ce qu'on entend par approche par le travail ou démarche ergonomique. C'est donc une analyse de situation de travail a priori, c'est-à-dire en prévention avant qu'un événement se produise, qui va être complémentaire de l'approche par le risque. Elle étudie l'opérateur dans son environnement professionnel et elle va prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque et c'est ce qui va justifier son choix pour l'analyse de la charge mentale. L'intérêt de cette démarche ergonomique, c'est qu'elle complète la démarche de maîtrise des risques. Certains dangers vont être difficiles à identifier, notamment pour la charge mentale, mais aussi pour identifier certaines postures contraignantes. L'événement dangereux peut correspondre aussi à des paramètres qui vont être difficilement quantifiables, car ils vont être liés à l'individu. Ça va être trop subjectif. Certains éléments sont difficilement repérables, comme au point de vue de dommages, hein, comme la fatigue oculaire, nerveuse, auditive, musculaire, et le stress notamment, hein. L'objectif de l'ergonomie, ça va être de mettre en évidence les éléments qui sont difficiles ou inadaptés dans le travail de l'homme, ce qui va provoquer de la souffrance au travail. Ça va être aussi de concevoir des situations de travail, de corriger une situation de travail pour une meilleure prise en compte de l'homme en activité, afin de préserver sa santé, afin de réduire la charge mentale, afin d'améliorer ses conditions de travail, et aussi et surtout d'atteindre les objectifs économiques de l'entreprise. Donc il y a 5 étapes dans cette démarche ergonomique. Première étape, comment identifier le problème ergonomique. C'est la première étape hein, de l'approche par le travail. Donc d'abord on va recueillir les avis, ça peut être le constat de l'employeur, les plaintes des salariés ou des satisfactions, hein, que ce soit l'équipe de l'encadrement ou de l'employeur directement, ou par l'intermédiaire du médecin du travail ou du CHSCT. Cette écoute des différents partenaires permet de déterminer les effets de l'activité sur l'homme et sur l'entreprise. Les effets, donc sur l'homme, il peut y avoir en effet positif des bonnes relations sociales, une reconnaissance par l'employeur, de la motivation, mais aussi des effets négatifs comme des problèmes de santé qui ressortent, une mauvaise considération par l'employeur ou par les collègues, hein, des situations conflictuelles, hein, l'insatisfaction personnelle. On retrouve hein, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Et dans les effets entreprises, en effet positif, donc notez bien parce que ce sont toujours les mêmes, hein, amélioration de l'image de marque, qualité des résultats, augmentation de la production. Et contrairement, en effet négatif, on va avoir un taux d'absentéisme élevé, un turnover, hein, les employés ne restent pas dans l'entreprise, perte de clientèle, baisse de la qualité, manque de communication. Pour affiner l'identification du problème ergonomique, on va se poser 3 questions. Par qui le problème est-il exprimé? Quels sont les autres effets sur le salarié et sur l'entreprise? Et le problème posé est-il un vrai problème? Deuxième étape, on va procéder à l'analyse de la situation de travail. Donc, deuxième étape de l'approche par le travail. On va, dans un premier temps, donc, faire parler le recueil de données. Donc, collecte des renseignements sur l'entreprise et les salariés pour bien déterminer leurs caractéristiques. C'est ce qu'on vient de voir en questionnant les employeurs et les autres acteurs de prévention. Ensuite, on va observer la situation de travail. Et là, on va différencier
le travail prescrit, qui va être l'ensemble des tâches prévues par l'entreprise que le salarié doit accomplir, en se conformant aux instructions. Elles peuvent être orales ou écrites. Ça peut être un protocole, des procédures, des modes opératoires. Ce sont les consignes, en gros, que le salarié a. Et ça, c'est différent du travail réel, qui va comprendre les tâches réelles et les activités du salarié. La tâche réelle, c'est l'ensemble des actions du salarié à son poste de travail en s'adaptant à son environnement et au matériel. L'activité réelle est la façon dont le salarié procède pour effectuer la tâche. Les postures qu'il va adopter, les déplacements, s'il est droitier ou gaucher, s'il lève le bras, s'il baisse le bras, s'il fait des rotations du torse, ou alors l'activité mentale et sensorielle. Les questions qu'il va se poser, les différentes choses qu'il va faire en même temps. Et les réponses aux questions posées lors du recueil de données et l'observation de l'opérateur permettent de déduire les facteurs qui vont influencer le travail réel. Ces facteurs qui vont influencer le travail réel sont ce qu'on appelle les déterminants hommes, donc les caractéristiques de l'opérateur qui vont influencer sa situation de travail, et les déterminants en entreprise. Donc par exemple, en déterminant homme, on peut avoir, si c'est un homme ou une femme, son âge, son état de santé, sa taille, son poids, son expérience, sa formation, son ancienneté, sa qualification, son état d'esprit, sa motivation, ses compétences. Et pour les déterminants entreprise, on va pouvoir avoir les caractéristiques, sa taille, son activité, les dispositifs techniques, machines, outils, équipements à disposition, l'organisation du travail, les cadences, les horaires, l'organisation des flux et l'environnement de travail, les locaux, l'espace. Est-ce que c'est encombré ou non, les ambiances physiques, le bruit, la lumière, la chaleur, la communication entre la hiérarchie et les collègues. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui viennent aussi intervenir dans l'entreprise? Ensuite, on va l'étape suivante, ça va être de formuler des hypothèses. C'est la troisième étape. Donc, on va inscrire tous les éléments de notre enquête dans ce qu'on appelle un schéma de compréhension. Donc, on remet ça de façon synthétique. Et ensuite, on va essayer de rechercher les liens de cause à effet. Et on va représenter par des flèches. Alors, par exemple, on va partir du stress et on va se poser la question, qu'est-ce qui fait dans les étapes de mon travail que je peux être stressé? Et on va faire pareil dans les activités, quelles sont les parties de ma réalisation de ce travail, avec des gestes, avec ma réflexion, ma façon de m'organiser, qui fait que je peux être stressé. Après, on va remonter, bien sûr, c'est par rapport aux consignes. Et après, on va voir à quel moment, dans les déterminants entreprises, quel est le lien avec le stress. C'est pas tout, Qu'est-ce qui peut être en lien avec ce stress? Et pareil, par rapport à la personne, qu'est-ce qui peut être en lien avec ce stress? Donc voilà, ça vous montre un petit peu dans sa globalité ce qui est attendu. Donc, si on récapitule, la mise en relation entre je vais revenir un petit peu en arrière, entre le déterminant travail réel et effet, ça signifie que ce déterminant conduit l'opérateur à travailler d'une certaine façon, ce qui va produire des effets positifs ou négatifs sur l'opérateur et sur l'entreprise. La mise en relation entre effet, travail réel et déterminant, ça signifie que l'effet produit sur l'homme ou sur l'entreprise a pour origine une ou plusieurs activités réelles qui ont pour origine ou plusieurs déterminants. Elles s'effectuent en posant la question qu'a-t-il fallu pour.
Donc on va chercher le lien, qu'est-ce qui s'est passé avant, quel est le résultat. Et la quatrième étape, ça va être donc la validation des hypothèses. Donc, on va d'abord faire une petite synthèse en disant, voilà, il semble que, amène, conduise à, entraîne, engendre. Par exemple, je vais vous en donner une ou deux en exemple. Il semble que la présence d'autres corps de métier sur le chantier conduise l'électricien à interrompre souvent son travail, augmentant sa charge mentale, ce qui engendre une fatigue. Donc là, c'était la formulation d'une hypothèse. Je vais vous en donner une autre. Il semble que les délais trop courts imposés et le manque d'expérience de Quentin, donc on a pris ça dans les déterminants là-haut, le conduisent à travailler debout, penché sur l'ordinateur. Donc là, on est dans les activités, vous êtes d'accord? Ce qui engendre des douleurs cervicales et une fatigue. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, vous allez maîtriser ça haut la main quand il va falloir formuler les hypothèses. Et c'est pas terminé. Maintenant, on va essayer de valider les hypothèses. La quatrième étape. Donc, on va utiliser des outils comme un chronogramme. Chronogramme des activités, chronogramme des postures ou des déplacements. On peut utiliser aussi des diagrammes à secteurs, un plan du poste de travail, un histogramme, un contrôle d'atmosphère, la carte de bruit. Ça peut être aussi des photos et des films qui vont permettre de mesurer quantitativement les contraintes liées aux activités et à l'environnement de travail. À ce stade, pour les hypothèses validées, le diagnostic est posé et pour les autres, d'autres hypothèses doivent être recherchées. Tout ça pourquoi? Bien sûr, le plus important dans cette démarche, c'est quelle solution proposer pour diminuer la charge mentale. Donc c'est la cinquième étape qui, je pense, est la plus importante. Elle est effectuée en groupe de travail avec l'implication de l'employeur et du service de santé au travail et aboutit à un plan d'action. Donc on a 3 types de prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors, on dira aussi la prévention intrinsèque, collective et individuelle, et formation-information. Donc, en prévention intrinsèque. Donc, je rappelle que c'est pour supprimer ou réduire les facteurs de risque. Donc, on peut modifier l'organisation du travail et la gestion du personnel. C'est du management. On peut aussi prendre le temps de reconnaître le travail effectué, améliorer la communication, instaurer des lieux et des temps d'échange. Et on va donc supprimer ou réduire grandement les facteurs de charge mentale. En prévention secondaire, on va essayer de diminuer les effets de la charge mentale en renforçant la résistance personnelle du salarié. Alors, stage de gestion de stress, activités sportives ou artistiques, et insister sur une bonne hygiène de vie, alimentation, sommeil. Et pour terminer, la prévention tertiaire, on va mettre des affiches par exemple, ou alors on pourra avoir carrément une prise en charge médicale ou psychologique du salarié dès les premiers signes de souffrance. Donc voilà, des conseils pour agir au quotidien par exemple, qui permettent de réduire cette charge mentale.
Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Bon, après, il faudra s'entraîner à le faire, hein. Comme je le disais en classe, on a beau faire toutes les explications qu'il faut. Après, il faut relever les manches et puis faut s'entraîner à le faire, hein. C'est assez un peu compliqué, mais c'est vraiment pas difficile. Allez, je vous souhaite bonne chance et puis entraînez-vous. À très bientôt.